Bienvenue à Franchement les Tourneaux pour cette première. J'ai traîné longtemps en vacances, faut le dire. Quand on est un retraité du mouvement syndical, il faut le reconnaître. On a un certain nombre de privilèges. On l'a travaillé, on l'a gagné, mais je suis parti à la mi-juin, je vais vous dire, chers auditeurs, auditrices, saturé du débat Carney-Trump, Trump-Carney, les élections fédérales, les folies de Trump. J'avais besoin de m'arrêter un peu et j'ai repris cette semaine avec l'ami Gérald Filion à Zone Économie pour justement discuter d'actualité. Et je reprends le micro aujourd'hui à Franchement les Tourneaux avec un, on pourrait le dire comme ça, un petit nouveau. Jocelyn Desjardins, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. On va se tutoyer, Jocelyn. Excellent. On se connaît quand même. Je vais vous appeler Jacques. On se connaît quand même depuis quelques années. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était avec notre ami Atim Léon pour l'organisation d'un colloque sur la question de l'indépendance. Avec le nouveau mouvement pour le Québec, voilà. puis la Convergence nationale. Voilà, avec Daniel Boyer, l'ancien président de la FTQ. Et depuis, Jocelyn est conseiller syndical chez les métallos de la FTQ, mais aussi, je pourrais dire, un militant à temps plein au Parti québécois et un militant à temps plein de l'indépendance du Québec. Je l'ai invité parce que il a fait paraître récemment dans Le Devoir un très bon papier que moi j'ai salué d'ailleurs dans les réseaux sociaux sur toute la controverse entourant le débat suite à la publication là, de la communication de Kim Thuy sur sa peine d'amour et sa volonté peut-être de quitter le Québec par rapport à la façon dont la question de l'immigration est traitée par la classe politique. Et je trouvais que Jocelyn pesait bien les mots en disant on peut-tu se calmer puis on peut-tu être capable de débattre de ces enjeux-là sans se tirer par la tête des bêtises, puis de se traiter de fasciste, puis de se traiter d'extrême gauche ou d'extrême droite. Y a-t-il moyen d'avoir un débat intelligent sur des questions aussi sensibles? Et je trouvais que ça valait la peine. Donc, à 12h15, on va en jaser. Mais je vais peut-être le faire réagir dans mon éditorial parce qu'on va parler de François Legault et du mouvement syndical. Et là. Oui, c'est ça. Exact. C'est épouvantable ce qu'il est en train de faire. Oui, exact. Alors, deuxième partie de l'émission, je reçois Noémie Mercier, qui est journaliste, animatrice, chroniqueuse et qui vient de sortir un excellent reportage que je vous invite à écouter à Télé-Québec, l'IA, l'angle mort, les dérives de l'intelligence artificielle. Ça vaut le coup. On ne sait pas trop comment pogner cette affaire-là. On a tout ChatGPT, qu'on paye ou paye pas. On y pose des questions, on le challenge. On sait bien que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ça va changer radicalement notre vie, pas juste comme travailleuse-travailleur, mais comme citoyen-citoyenne. Intéressant, le documentaire publié par Noémie Mercier. On va en parler avec elle. Et à la toute fin, je reçois un habitué de l'émission, Yvon Laprade. J'ai préenregistré ce matin parce que Yvon est aussi un retraité qui joue au hockey le midi. Alors, chroniqueur au Nouvelliste, ancien chroniqueur du Journal de Montréal, qui a suivi les activités syndicales pendant des années et qui a fait une bonne chronique dimanche sur la question des postes. Et il n'y a pas tant parlé du conflit entre le syndicat et le gouvernement fédéral, mais il a plus parlé de comment tu vis ça comme postier, postière, quand au quotidien, on dit « ils ont des gros salaires, sont bien payés, qu'est-ce qu'ils ont à chialer, puis le monde des communications a changé, puis Post Canada devrait évoluer ». Je trouvais qu'il y avait une sensibilité dans son papier. On va en parler tantôt. Quelques minutes pour s'arrêter. Comment le qualifier du discours du premier ministre François Legault hier. Moi, je vous avoue que je l'ai écouté en partie parce que je suis un amateur de baseball, fait que je suivais les matchs du côté américain, mais François Legault, puis les journaux l'ont bien titré, dans la mire, l'islam radical et le mouvement syndical québécois. Alors là, je me suis dit, y a-tu quelque chose que j'ai manqué récemment? Y a-tu au Québec des grèves partout, comme on a pu connaître, mettons, dans les années 70. Moi, je viens de Thetford Mines, là, je me rappelle, parce que j'étais petit gars. En 72, les travailleuses et travailleurs avaient occupé le poste de radio à Sept-Îles. Ils avaient occupé le poste de radio à Thetford parce qu'on avait emprisonné les chefs syndicaux. Il y avait des grèves à 3 semaines. Il n'y avait pas de loi anti-scab à l'époque. Il y avait des conflits de travail où ça se frappait sur la gueule. J'ai-tu manqué quelque chose, à part la grève civilisée dans le transport à Montréal, où on essaye de trouver une manière de concilier les besoins de la population puis les négociations.
Y a-tu quelque chose qui m'échappe quand j'entends Jean Boulet nous répéter sans cesse « J'ai le mandat de réformer le syndicalisme parce qu'il y a des gens qui ont mangé des steaks à 55 $. La présidente de la FTQ est allée à Dubaï alors que tous les chefs d'État vont à Dubaï, tous les gouvernements, tous les patrons, et que la FAE conteste la loi 21 devant les tribunaux. » Es-tu frappé, toi, par ce discours-là de M. Legault? C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de grève depuis quelque temps. La pandémie a amené une inflation qui demande que les travailleurs veulent récupérer un petit peu de pouvoir d'achat. Mais, je veux dire, ça ne vaut pas... je veux dire, c'est pas... ce gouvernement-là est en baisse de légitimité manifeste et il propose à la population des changements structurels de taille qui viennent déséquilibrer, qui vont venir déséquilibrer les rapports de force dans la régulation, dans notre système de régulation du travail. C'est inadmissible ce qu'il est en train de faire. Puis, moi, je vois le rôle des syndicats. Est-ce qu'on aurait un filet social? Parce que c'est ça l'enjeu. Protéger notre filet social, il faut qu'on soit capable d'avoir quelque chose pour faire face aux jours difficiles. Et on a un gouvernement qui le met à mal par son sous-investissement. Là, je ne veux pas occuper tout votre éditorial, mais qui le met à mal par son sous-investissement et qui s'invente des problèmes pour faire en sorte que la population ne voit pas qu'il n'a rien fait ces dernières années. Il s'invente une polarisation qui lui est utile politiquement et probablement fort probablement préélectoralement aussi, dans le but, justement, de faire en sorte qu'on ne regarde pas son maigre bilan économique et social. Tout à fait. Moi, je pense que la population n'est pas dupe. Hein? On agite des épouvantails, que ce soit l'islam radical. On en reparlera peut-être un peu plus loin quand on parlera d'immigration puis comment on prend ce débat-là au Québec. Mais moi, je racontais à des amis, je fais souvent Station Berry à Radio-Canada. Je vois pas beaucoup de prières de rue, mais je vois des itinérants, des itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont plus de services parce qu'on a fermé les hôpitaux psychiatriques, parce qu'on avait promis installer des services communautaires dans la population pour soutenir ces gens-là. Mais ça, M. Legault n'en parle pas. Parce que s'il parle d'itinérance, il faut qu'il mette en place des services en santé mentale. Il faut qu'il construise des logements abordables. Pas des condos à 700, 800, 900 000 comme on a ici, ça Rive-Sud, là, ou à Montréal. Là. Donc, il y a quelque chose chez, malheureusement, François Legault, d'extrêmement populiste. On le savait. La réaction du mouvement syndical a été forte parce que c'est clair que les syndicats ne se laisseront pas faire. Surtout qu'on a adopté la loi 89. Je vais finir là-dessus. La loi 89 qui a été adoptée par Jean Boulet puis l'Assemblée nationale le printemps dernier fait en sorte que la Société de transport de Montréal, en ce moment, là, la direction de la Société de transport s'assoit les deux mains sur ses deux mains, fait pas de proposition de règlement, attend patiemment que le ministre du Travail un jour intervienne pour régler ce conflit-là. Et ça s'appelle déséquilibrer complètement le rapport de force dans notre société. Après la pause, Jocelyn Desjardins, on parle de sa lettre ouverte qui est parue dans Le Devoir et qui a fait réagir. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction de l'émission, Jocelyn Desjardins, qui est salarié au syndicat des métallos de la FTQ, militant souverainiste, militant au PQ, est avec nous en studio. Salut, Jocelyn. Bonjour, Jacques. Alors, récemment, il n'y a pas si longtemps, dans Le Devoir, une lettre ouverte que tu avais fait paraître dans les réseaux sociaux. C'est là, moi, je l'ai vu pour la première fois, pour essayer un peu de calmer le jeu suite disons, l'emballement qui s'est produit autour de l'intervention de Kim Thuy sur sa peine d'amour et cette idée-là qu'elle n'appréciait pas la façon dont la classe politique jasait d'immigration. Pourquoi tu es intervenu, toi, comme militant, sur cette question-là? Bien, d'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir. Remercier aussi l'appui que vous réservez à cette lettre-là, parce que vous êtes quand même, je vais dire dessus, on a dit qu'on se tutoyait, tu es quand même un acteur important. Tu as été un acteur important de la société civile au Québec. Fait que, tu sais, ce que ça montre, c'est le besoin de sérénité, de solutions concrètes là, que tu souhaites dans le débat. Parce que moi, ce que je veux, c'est que quand j'ai entendu Kim Thuy, je me suis dit, bien, je suis d'accord avec elle, parce que moi aussi, j'ai mal à mon Québec. Tu sais, moi, j'ai mal... Tu sais, je trouve que... Tu sais, je voulais faire un appel à la sortie des procès d'intention. Dans beaucoup de milieux sociaux, milieux de travail, c'est très difficile parce que... Tu sais, c'est normal qu'une société qui vit des changements rapides, comme c'est le cas avec l'initiative du siècle de Justin Trudeau, c'est normal qu'il y ait des angoisses puis des anxiétés qui se développent dans la population.
et elles sont exacerbées par des problèmes qui sont matériels, qui sont réels. La crise du logement, le coût de la vie, les services publics qui sont au bord de la rupture. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? C'est lié également au fait que pendant des années, les pouvoirs publics n'ont pas assez investi. Il y a eu un désinvestissement, il y a eu des réingénieries de l'État. Il y a eu plein de choses qui font en sorte qu'il y a eu une paupérisation de ce filet-là, de ce filet économique, de ce filet social-là. Puis on se retrouve avec une situation où on n'est même plus capable de débattre des enjeux. Moi, je pense que c'est de regarder les angoisses de la population puis de voir comment on le cadre. Nous, je milite au Parti québécois, on ne cadre pas ces enjeux-là en disant on va mettre tout le monde dehors puis on va viser les immigrants. Non, on veut régler les affaires, on veut cadrer le débat de manière modélique, de manière systémique, de dire on va s'occuper de notre monde. Il y avait une phrase que M. Legault disait quand il est arrivé, en prendre moins, mais en prendre soin, OK? Mais l'idée d'en prendre soin, là, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Puis c'est le rôle de l'État et c'est le rôle de tout politicien de comprendre que les anxiétés sont naturelles de la population. C'est normal, il y a eu des changements rapides. Maintenant, comment on le cadre? Bien, il faut le cadrer avec un sens des responsabilités puis un devoir de l'État. Puis il faut arriver avec des propositions, comme le fait le Parti québécois. Évidemment, en ce moment, c'est très difficile de débattre puis d'amener des positions, parce que dès qu'on cherche à amener quelque chose de mesuré puis de cohérent, une réponse systémique à un problème systémique, on se fait accuser de choses, tu sais, de procès d'intention. Mais Jocelyn, tu parlais du senti de Kim Thuy en disant moi aussi j'ai réagi, mais en même temps, elle ne l'invente pas. Là. Il y a quand même de la démagogie. Absolument. On a parlé de l'islam radical tantôt. Et parfois, il y a des gens qui vont dire on dirait que le Parti québécois, depuis un certain temps, pour ne pas le nommer son chef, suit un peu la tendance là, d'aller vers la question de l'immigration, mais comme si l'immigration était le problème. Mais pas du tout. Mais vous avez un premier ministre qui est actuellement en perte de légitimité évidente. Il est encore en légitimité électorale, il est élu, il est en fonction, mais il est en perte de légitimité, dont le seul but, parce qu'il sait qu'il ne veut pas attirer l'attention sur son maigre bilan économique et son maigre bilan social, c'est d'inventer des boucs émissaires, les syndicats, les islamistes radicaux, la question d'identité, puis évidemment, lui, il est tout content de faire ça parce que d'un côté, il force le Parti québécois à ne pas perdre son narratif nationaliste, le Parti québécois va chercher à manœuvrer à travers tout ça. Puis là, tu as de l'autre côté une autre formation politique et des gens qui sont idéologiquement associés qui vont arriver puis qui vont non pas attaquer la CAQ, le proposeur initial, mais vont attaquer le Parti québécois qui cherche à cadrer une réponse, à arriver au gouvernement avec des solutions structurelles équilibrées. Moi, je suis absolument... et dans une violence de propos, une violence accusatoire, une violence d'ostracisation, alors que le discours est anti-ostracisant à la base, ils adoptent des méthodes ostracisantes. Donc là, tu te dis, bien, il y a un problème. On a une structure du débat au Québec qui ne fonctionne pas et qui profite à qui? À qui profite la discussion en ce moment? À celui qui divise le débat et qui cherche à le polariser, donc le premier ministre François Legault. On va mettre la CAQ de côté. On l'a dit tantôt, tu es un militant très engagé au Parti québécois, tu t'en caches pas, puis tu fais ton travail comme un bon militant. Est-ce que tu penses que la polarisation dans ce débat-là entre les militants du PQ, puis tu dois le vivre dans le mouvement syndical, tu dois le vivre ailleurs, puis des militants, pour pas les nommer, mettons, de Québec solidaire ou dans la mouvance plus à gauche du Parti québécois, penses-tu que c'est possible de trouver des convergences, d'établir un dialogue où c'est tellement polarisé et partisan que ça devient presque impossible? Bien, c'est sûr que dès qu'on est victime de la polarisation qui est dirigée par le premier ministre Legault, à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience que cette polarisation est préfabriquée. Et à partir du moment où suffisamment de gens vont prendre conscience de cette préfabrication-là, bien, je pense qu'il y a des discussions qui doivent avoir lieu au niveau du cadrage, de la réponse qu'on doit donner aux angoisses naturelles qui se sont développées à cause des changements rapides qui ont eu lieu dans la population. Il n'y a personne qui accuse les immigrants. Que le premier ministre, hier, dans son discours d'ouverture, ait senti le besoin de dire qu'il ne s'en prenait pas aux immigrants, démontre à quel point le débat, parce que c'est lui qui en profite de cette polarisation-là, mais qu'il soit rendu à un point de dire qu'il faut calmer le jeu,
c'est parce que le débat commence à atteindre des proportions qui sont inquiétantes. Puis c'est lui qui en profite de cette polarisation-là. Donc, qu'il ait senti le besoin de le faire, ça veut dire qu'il a compris qu'il jouait avec le feu et que, à mon sens, ça doit cesser. Il faut qu'on comprenne que les procès d'intention doivent terminer, puis il faut qu'on soit capable de discuter de ces sujets-là, parce que l'enjeu, c'est un accueil réussi et digne, bien, ça dépend de notre capacité collective à prendre soin de tout le monde. C'est ça, un filet social. Il a été mis à mal. On a mal investi ces dernières années, puis on est happé par des changements. C'est notre responsabilité. Trump est en train de faire des changements. Là, aujourd'hui, il vient d'annoncer qu'il ferme toutes les agences fédérales. Évidemment, c'est une pression, mais ces enjeux-là ont des effets. Toutes les décisions qu'il prend sur les tarifs ont des effets, vont commencer à en avoir encore de manière plus prononcée dans les prochaines semaines. On a une situation géopolitique internationale avec la Russie, la Chine et l'Inde qui se complexifie. Possiblement, on ne sait pas dans quelle situation on va être dans 1 an ou 2. Est-ce qu'on va avoir besoin de notre filet social? Oui, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin parce qu'on veut continuer d'être un pays accueillant, puis on veut aussi continuer à prendre soin de tout notre monde. Fait que ça, c'est l'enjeu, et c'est là où M. Legault ne veut pas qu'on porte le regard. Toi qui est militant au PQ, mais qui provient aussi du mouvement syndical, le rôle, la place de la société civile dans ce débat-là, parce que là, évidemment, on parle de polarisation entre les partis. Il y a, la CAQ d'un côté, il y a le PQ qui intervient assez régulièrement, Québec solidaire. La place de la société civile, toi, Jocelyn, pour l'avenir de ce débat-là... Vous savez que je viens, là où j'ai fait mes premières armes, puis c'est un peu votre cas aussi, là. C'est quand même, j'ai fondé le Nouveau Mouvement pour le Québec, j'ai fondé la Convergence nationale. Moi, je crois, ma conjointe est présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, donc je crois que la société civile a un rôle important pour pacifier les mœurs politiques. Donc, elle a un rôle, il faut qu'elle entre en jeu, il faut que les syndicats entrent en jeu, que les organisations de la société civile viennent pacifier le débat sans ostraciser aucune formation politique. C'est normal que dans un débat où on a un joueur qui est de mauvaise foi et qui dirige le débat, qui l'oriente à titre de chef du gouvernement, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des appels au calme qui soient faits, comme je l'ai fait dans ma lettre, mais pour l'instant, moi, je ne suis pas un élu, je ne suis pas dans une position encore où j'ai le même porte-voix que peut être en avoir un dirigeant de syndicat ou un président d'une organisation importante de la société civile. Mais je pense que cet appel au calme, à la raison, à la capacité de débattre, parce que c'est ça, là, débattre, c'est de dire on va chercher un consensus et on ne va pas chercher à s'annuler mutuellement. Et c'est là où on a un enjeu. Est-ce qu'on est encore capable de débattre d'un sujet où on cherche à nous cliver puis à nous mettre les uns contre les autres? Il nous reste peut-être 45 secondes, vite. Déjà? Moi, Ah oui, ça va vite. J'ai commenté sur ta page, on est peut-être dû pour des États généraux, une réflexion collective sur la question de l'immigration, parce que, honnêtement, pour le commun des mortels, là, ce qui relève d'Ottawa, ce qui relève de Québec, les migrants temporaires, les permis ouverts, les permis fermés, les réfugiés, on en perd un peu notre latin. Bien, en fait, oui. Puis le discours du Parti québécois, c'est toujours de dire quand il y a un enjeu, OK, comme celui-là qui est systémique, c'est pas les immigrants, c'est même pas à la rigueur le modèle québécois, c'est le modèle d'immigration, c'est le Canada qui est en train de nous enfoncer dans la gorge un système qui ne fait pas l'affaire de la spécificité québécoise. Alors, on a beau reconnaître la spécificité du Québec comme l'a fait le premier ministre Trudeau, mais du moment que tu te revires de bord puis tu fais ça, tu ne reconnais pas la spécificité du Québec. Puis il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ce qu'on est, qui on est, et on est des gens accueillants. On a toujours été accueillants. Moi, je viens d'une école secondaire. J'ai grandi dans une école secondaire Saint-Luc à Montréal. Gilles Goujon venait faire des reportages pour Radio-Canada à cette école-là pour dire que c'était le Québec de demain. Moi, j'étais fier de ça. J'étais fier que mes amis, tous ces gens, je fais partie de ce Québec nouveau-là et je tiens à ce que ce débat-là se fasse dans la raison et dans le calme. Jocelyn Desjardins, merci infiniment pour ce passage. On va te réinviter parce qu'on n'a pas fini de débattre de ces enjeux. Merci. Il y a plein d'autres enjeux aussi. Absolument. Merci. Après la pause, oui, c'est plaisir. Après la pause, Noémie Mercier, on va parler d'intelligence artificielle. On est de retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai annoncé juste avant la pause, on reçoit Noémie Mercier qui est journaliste, animatrice, chroniqueuse et qui vient de publier, là, c'est actuellement en ligne à Télé-Québec, IA, l'angle mort. Noémie, bonjour.
Bonjour Jacques. Hey, merci d'avoir accepté de participer à mon émission. J'ai écouté ton documentaire cette semaine. J'ai trouvé ça excellent. Qu'est-ce qui t'a motivé, Noémie, à aller dans le sens de ce documentaire que tu nous proposes? Bien, pour rendre le crédit vraiment à qui il appartient, c'est une collègue avec qui j'ai travaillé sur le documentaire qui s'appelle Ariana Bardessono, documentariste, femme de cœur et de tête, et c'est elle qui a eu l'idée de se pencher sur les biais, les angles morts sexistes, racistes, etc. de l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai embarqué et le projet était déjà en marche, mais on s'entend que c'est un sujet qui m'interpelle énormément. J'ai aussi fait du journalisme scientifique dans une autre vie, donc ça joignait deux de mes intérêts les plus chers, c'est-à-dire les droits de la personne et puis comment est-ce que la technologie et la science nous influencent dans nos façons de vivre collectivement. Oui, je le disais en introduction de l'émission, tout le monde est parfaitement conscient, évidemment, des changements technologiques. Tout le monde est parfaitement conscient et consciente de l'introduction de l'intelligence artificielle. Qui n'a pas essayé ChatGPT, n'est-ce pas? Hein? Ouais, soit en payant ou en payant pas, puis de l'avoir... En tout cas, moi, je l'ai testé à quelques reprises, voir s'il y avait effectivement des biais. Est-ce que, au terme de ce travail-là, tu as quelque part découvert des choses que tu ne doutais pas? Oui. Oui. Pas mal Vraiment. à part ça, hein? Ben beaucoup. Je veux dire, par où commencer? C'est sûr que je soupçonnais que l'intelligence artificielle pouvait reproduire les inégalités qui existent dans notre société parce que l'intelligence artificielle, même si on la nomme artificielle, en fait, elle est profondément humaine. Elle est entraînée, nourrie à partir des données qui existent. Donc, les données, c'est quoi? Ben, c'est tout le contenu, par exemple, qui existe sur Internet, par exemple. Mais tout ça, ça vient de l'être humain. Donc, s'il y a des inégalités, des préjugés, des discriminations qui existent dans ces données-là, dans la matière qu'on fournit à l'intelligence artificielle pour l'entraîner, ben c'est sûr qu'elle va les reproduire. Moi, ce qui m'a déstabilisée, c'est de constater qu'elle peut non seulement les perpétuer, mais les amplifier. Parce que à partir du moment, là, c'est plus une seule personne dans son coin, par exemple, un employeur qui a des préjugés puis qui aime mieux engager un homme qu'une femme, exemple, dans un poste. Là, à partir du moment où un système d'intelligence artificielle déduit ce biais-là, avale ce biais-là, bien, ça devient automatisé et ça va se généraliser à toutes les pratiques de recrutement de cet employeur et non plus à une seule personne dans son bureau qui a ces préjugés-là. Donc, cette automatisation-là des biais et donc leur généralisation, moi, ça me préoccupe énormément. Mais là, je pourrais vraiment continuer, puis je pense qu'on n'a pas 2 heures devant nous, mais... Non, mais c'est intéressant, là. Ouais. Surprise, ça en est un gros morceau. On peut parler aussi des réseaux sociaux. C'est quoi le rapport avec l'intelligence artificielle? Ben, tout le contenu qui nous est présenté sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, TikTok, c'est propulsé ou guidé par des algorithmes. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, même si on le perçoit pas toujours comme ça. Puis nous, le test qu'on a fait, c'est qu'on a créé un compte vierge sur Instagram. Puis la seule information qu'on a donnée en créant le compte, c'est que la personne qui ouvrait le compte, c'était un adolescent de 15 ans. Donc, c'était fictif, mais on n'a donné aucune autre information, aucune autre préférence, aucun historique de navigation, rien. Et on a fait défiler le contenu qui était proposé à cet adolescent fictif. Oui, ça, c'est renversant. Ça, c'est renversant. C'est ça. Sans interagir, sans liker, sans cliquer sur quoi que ce soit. Et en 10 minutes, l'algorithme avait spontanément proposé à cet ado de 15 ans du contenu sexualisant. Ah oui, tout à fait. C'était pas porno, là, mais tu sais, c'était sexuel, c'était dégradant, c'était des femmes objets, des femmes sexualisées, des femmes, des filles, et qui remplissaient le contenu qui était proposé à cet ado de 15 ans dont l'algorithme, en principe, ne savait rien d'autre. Donc, ça, c'est troublant parce que à partir de ce moment-là, puis après ça, on a fait l'exercice avec le compte d'une fille. Puis là, le contenu proposé à cette adolescente fille de 15 ans était complètement différent.
c'était des petits chatons, puis des trucs de maquillage, puis des trucs de ménage. Donc, très stéréotypé. Très, très stéréotypé. Très stéréotypé et polarisé aussi. Absolument. Ça veut dire que potentiellement, les garçons et les filles, ils voient plus la même chose. Le contenu qui leur est nourri, fourni spontanément chaque jour, est de plus en plus polarisé, de plus en plus stéréotypé et sont en train d'évoluer dans des directions divergentes. Alors que toutes les batailles qu'on a menées collectivement Québec et ailleurs depuis des décennies, c'est pour que que tout le monde, peu importe son sexe, peu importe son genre, son identité, etc., ait accès aux mêmes opportunités. Mais si on leur présente même pas le même univers, est-ce qu'on n'est pas en train quelque part de défaire ce pourquoi on s'est battu? Exact. Et ça me renverse. Comme toi. Oui, puis j'aimerais revenir sur le premier exemple que tu as donné par rapport à la question, disons, des profils, le travail. Effectivement, dans une société où les rapports sont humains, bien sûr qu'un employeur peut avoir des biais, bien sûr qu'une directrice des ressources humaines ou un porte-parole syndical, mais à partir du moment où tout ça est formaté dans l'intelligence artificielle, là, il n'y a plus de singularité, là. On est dans quelque chose d'étendu, de généralisé. L'exemple que tu donnes là, par rapport au jeune homme, sans décrire, et moi aussi, ça m'a renversé quand j'ai écouté ton documentaire, on lui propose quelque chose de carrément clé en main, très sexué, comme tu dis, et puis tu regardes du côté des jeunes filles, c'est la même chose. Noémie, j'aurais le goût de te demander... Dans un contexte où cette intelligence-là artificielle se construit par, évidemment, des humains, comme tu l'as mentionné, là, c'est pas neutre au départ, dans un contexte politique comme celui qu'on connaît aux États-Unis, pas juste, je dirais, dans les rapports entre les géants de la tech et Donald Trump qui voudrait que les géants de la tech ne payent pas de taxes puis d'impôts dans les différents pays, mais aussi dans un contexte où, on l'a vu là, récemment encore avec l'assassinat du jeune Kirk, où là, tu as des grands rassemblements de jeunes filles, retour au foyer, d'anciennes valeurs. C'est troublant, là. Tu te dis, c'est qui contrôle l'affaire puis quel impact ça peut avoir dans une démocratie comme la nôtre? Oui, absolument. Puis, il y a deux choses que j'aimerais dire sur ce plan-là. Avant l'arrivée de Trump au pouvoir, puis il y avait quand même un mouvement international qui essayait de s'entendre sur une réglementation de l'intelligence artificielle, notamment pour encadrer les risques de discrimination. Au Canada, sous l'ancien gouvernement Trudeau, le ministre responsable, c'était François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie puis de la Technologie. Il a essayé de faire adopter un projet de loi pour encadrer l'intelligence artificielle. Donc, on peut critiquer son projet de loi tant qu'on veut, mais il y avait un effort d'encadrer l'IA pour qu'elle soit éthique. Là, avec la nouvelle administration à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est clairement positionné contre toute réglementation de l'IA. Donc, on n'est plus du tout dans un contexte propice à un encadrement pour faire en sorte que nos outils d'IA soient éthiques, responsables, égalitaires. Puis, il y a aussi le contexte où, aux États-Unis, toute initiative visant ce qu'on appelle la diversité, l'équité et l'inclusion, encore là, on peut être critique de la manière dont certaines de ces politiques sont déployées, mais le principe à la base de ça, qui est la non-discrimination, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, mais on n'est plus du tout non plus dans un contexte où ces valeurs-là sont mises de l'avant. Donc, les géants de la tech avaient auparavant une petite motivation, une petite pression du public pour dire, ne déployez pas des outils d'IA qui sont remplis de préjugés puis de biais. Donc, il y avait des efforts qui commençaient à être faits pour débiaiser ou corriger les modèles. Mais là, il n'y a plus aucune pression en ce sens. La pression est même inverse. C'est devenu louche. C'est devenu mal aux États-Unis de se préoccuper de ces enjeux-là. Donc, comme l'industrie de l'IA mondialement, elle est contrôlée par les États-Unis, par la Chine, on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, nous, au Québec et au Canada, on
fait pas le poids là, sur l'échiquier mondial de l'IA. Fait que là, je me rends compte que je suis vraiment déprimante ce midi. Là. Non, mais en même temps, c'est... la réalité en face. L'idée, c'est pas de se déprimer. L'idée, c'est de se mettre, comme on dit en bon québécois, les deux yeux devant les deux trous, là, puis d'être capable de reconnaître que... Parce que longtemps, tu sais, on a dit, bon, les changements technologiques, tout ça, on peut pas, évidemment, se battre contre. Moi, je le sais, dans le mouvement syndical, le monde du travail change, il évolue, faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu trouves une manière même de t'en servir intelligemment pour que ça joue à l'avantage, finalement, de la majorité, en fonction de la défense des droits des communautés, des travailleuses et travailleurs, des femmes, bon, des gens qui sont marginalisés. Mais là, quand on comprend que ces nouvelles technologies-là, seront peut-être un outil pour ceux qui tentent de dominer le monde, de nous dominer davantage, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, puis l'autre chose aussi, c'est que, bon, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, puis avec raison. Dans les médias, on va couvrir énormément la dernière version de ChatGPT, puis la nouvelle fusion d'entreprises aux États-Unis, mais sous nos yeux, l'État québécois est en train d'implanter des systèmes d'intelligence artificielle dans toutes sortes de ministères, ce qu'on appelle, entre autres, des systèmes d'aide à la décision. Donc, dans les différents ministères, on va créer des systèmes d'IA qui vont être entraînés sur des données pour repérer certains patterns, puis aider les fonctionnaires à prendre des décisions sur qui peut avoir accès à certains services publics, à certains soins. Donc là, on fait face au même genre d'enjeu, là. C'est ça que tu es en train de dire, là? Ben oui, puis on n'a pas besoin de regarder au sud de la frontière. C'est en train de se passer en ce moment. Le ministère de l'Éducation est en train de déployer, à la grandeur des écoles du Québec, des systèmes d'IA pour dépister de façon précoce les élèves à risque de décrochage. Et ça se passe en ce moment. Les parents en ont été informés par une simple lettre de leur centre de service scolaire. Il n'y a pas eu de discussion sur la place publique. Les parents ne peuvent pas soustraire leur enfant à ce système-là. Tu ne peux pas ne pas y consentir. Fascinant. Donc, les données personnelles de ton enfant sont recueillies, sont avalées par un système d'IA qui recrache un score qui indique si ton enfant est à risque ou non de devenir décrocheur. Et là, l'idée est noble pour pouvoir lui offrir des services de façon plus précoce. Mais comment c'est fait exactement? Sur la base de quelles études? Comment les données sont conservées? Est-ce que votre enfant est étiqueté à tout jamais comme élève à risque? Et on connaît le poids de porter une étiquette d'élève en difficulté. Absolument. Ça influence après ça le traitement des professeurs à ton égard. Et tout ça, évidemment, sans débat public. Et là, il nous reste à peu près 30 secondes. J'avais envie de faire la blague. Ben, on va peut-être souhaiter que ça fonctionne aussi bien que ça clique. Fait que peut-être non, mais on voit que la littératie numérique au sein de l'appareil de l'État, puis ça, c'est un expert qui nous le disait dans le documentaire, elle n'est pas suffisante pour tenir compte de tous les risques de discrimination qu'on pourrait implanter en déployant ce genre d'outils d'IA sans aucune transparence, sans aucune discussion publique. L'intelligence artificielle, l'angle mort, c'est à l'affiche à Télé-Québec, n'est-ce pas? Oui, vidéo.téléquébec.tv. Vous allez trouver ça gratuitement en ligne en tout temps. Merci, Noémie Mercier. C'est déjà tout. Je te réinvite à un moment donné. N'importe quand, ça me fera plaisir. Allez, bye-bye. Bye, à bientôt. Après la pause, Yvon Laprade et on revient sur le conflit au poste et le travail des postiers. FM 103.3